Allez, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La situation électrique ce mardi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Falloussène meurt par balle suite aux affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur regrette et promet l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. À Ziguinchor, le SAES réclame la démission du recteur de l'UGB et décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de ce mercredi. Et puis la situation tendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont manifesté leur colère. Des voitures brûlées, le commandant de la police blessé. On en parle longuement dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Ousseynou Diop, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors Ousseynou, vous êtes notre correspondant à Saint-Louis suite aux affrontements de ce matin entre étudiants et forces de l'ordre, des affrontements qui ont causé un mort. Le ministre des Forces armées est en ce moment même à Saint-Louis. Effectivement, cher Tidiane, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, est dépêché à Saint-Louis par le chef de l'État, Macky Sall, pour venir aux nouvelles des blessés internés à l'hôpital régional de Saint-Louis suite aux affrontements à l'UGB entre étudiants et gendarmes, accompagnés du général de division Chersen, au commandant en second de la gendarmerie et sous-directeur de la justice militaire. Augustin Tine a tenu une réunion de crise, rappelons-le, avec les autorités administratives, dont le gouverneur et le préfet du département de Saint-Louis, et les autorités donc académiques. La délégation est donc allée aux nouvelles paix des gendarmes et étudiants blessés. Et donc sur place, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a fait face avec la presse. Il a rappelé que les forces de l'ordre sont là pour défendre les populations et précise qu'il était dans une situation critique. Je cite ce qu'il a dit. Le responsable de la sécurité a senti au moment des faits qu'il était encerclé, lui et ses hommes, pour sortir son arme. Donc il a aussi précisé que l'autopsie aura lieu demain, avant de terminer par regretter ce qui s'est passé au nom du chef de l'État. Rappelons juste ici, donc il a souligné qu'il y avait 21 blessés, dont 18 gendarmes, cher Tidiane. Merci Ousseynou Diop. Nous restons avec vous chaude journée à l'université de Saint-Louis. Les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants qui ont causé donc un mort et plusieurs blessés. Mohamedou Falloussène, le jeune étudiant tué, est né en 1993 et il est originaire de Diourbel. Les étudiants réclament la démission du recteur, du directeur du CROUS, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre des Finances. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. En place, certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, dit regretter la mort de l'étudiant Falloussène à Lunguigaï, soutient qu'une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Il s'est entretenu avec Mambiram Diouf. Malheureux, désolant, la mort de l'étudiant Falloussène a été de trop lors de ces échauffourées entre étudiants de l'UGB et forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a exprimé tous ses regrets, indiquant que l'effort a consenti beaucoup d'efforts dans le paiement des bourses. Bon, c'est d'abord vraiment une réaction de désolation. On est désolé qu'il y ait en tout cas cet incident et exprimer également nos regrets. Parce que ces incidents ont causé la mort d'un étudiant. Nous avons également eu une vingtaine de blessés, dont 2 blessés graves du côté des étudiants et 18 blessés graves donc du côté des gendarmes. Ça montre simplement l'ampleur, en tout cas certainement donc des échauffourées qu'il y a eu là-bas. Falloussène aurait-il reçu une balle provoquant sa mort? En tous les cas, le ministre déclare que l'enquête ouverte permettra d'y voir plus clair. Bon, pour le moment, on attend l'autopsie. Peut-être l'autopsie, le procureur va certainement demander qu'il y ait en tout cas l'autopsie. C'est à la suite de ça qu'on saura exactement qu'est-ce qui est à l'origine en tout cas de cette mort. Nous ne pouvons pas spéculer dans ce cas de figure. On attend. Donc, le corps Saint-Louis était à l'hôpital de Saint-Louis. S'il faut le faire à Saint-Louis ou à Dakar, en tout cas, nous aviserons une fois qu'on aura l'information. À mi-journée ce mardi, le bilan faisait état d'un mort et plusieurs blessés. Ce qu'a confirmé le ministre, donc pas une autre perte en vue humaine à ce stade
Il a en outre appelé au calme. Ce n'est pas en tout cas dans la violence que ce problème sera réglé. Et tout ce qui peut être détruit, en tout cas, c'est malheureusement pour eux. Parce que j'ai appris tout à l'heure que le CROUS a été détruit, et peut-être même le rectorat. Je n'ai pas encore d'informations par rapport au rectorat, mais ça, c'est également pour eux. Donc ça veut dire qu'il faut encore aller chercher de l'argent pour refaire le CROUS qui travaille pour eux, pour refaire également le rectorat qui travaille pour eux. Ce n'est pas ça qui règle la situation. Je pense que dans ce contexte actuel, il faut peut-être en discuter pour trouver des solutions pacifiques comme ça, comme on connaît comme d'habitude. Le ministre de l'Intérieur suit de près la situation et d'y prendre toutes les mesures pour que la lumière soit faite sur cette affaire et que, évidemment, les responsabilités soient situées. À présent, ce communiqué du rectorat de l'UGB. Ce mardi 15 mai 2008, vers 10h, M. Mohamedou Fall Houssen, étudiant en licence 2 lettres modernes, né le 14 mai 1993 à Patar, a succombé à ses blessures à l'hôpital de Saint-Louis suite aux affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants dans le campus social. L'intervention des forces de l'ordre a fait suite à une réquisition du recteur de l'UGB pour sécuriser les restaurants universitaires à compter du lundi 14 mai 2018, après le renouvellement par la coordination des étudiants de Saint-Louis d'un mot d'ordre de 48 heures de restauration gratuite, journée sans ticket, pour protester contre le retard du paiement des bourses. L'UGB dit présenter ses condoléances les plus attristées aux parents, aux proches, aux disparus et particulièrement aux étudiants. En attendant les conclusions de l'enquête, le recteur appelle à l'apaisement et à la sérénité malgré la douleur. La situation était également tendue cet après-midi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont manifesté leur colère après la mort par balle de Fall Houssen. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont fait beaucoup de dégâts avec des voitures incendiées et le commandant de la police blessé. Un reportage signé sur place Habib Faye et Youssou Baro. Encore des affrontements entre étudiants et policiers. Conséquence, des voitures incendiées, un commandant de la police blessé, trafic interrompu, étal rangé, des boutiques fermées entre autres. Et 17 ans après Balagaï, voici Fall Houssen qui perd la vie suite aux affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers, très en colère. Ce qu'on vient de voir là, c'est atroce, c'est inhumain. Des étudiants qui tuent comme une pompe yotox qui tue des mouches, des moustiques. C'est inadmissible, c'est déplorable. Voilà, maintenant ce qu'on doit faire, les chefs religieux, les chefs coutumiers, qu'ils parlent, qu'il est grand temps qu'ils parlent. Je suis vraiment ému. C'est un cœur qui est vraiment ému aujourd'hui. Vraiment, je n'ai même pas les mots. Vraiment, ça fait mal. Et voici encore les autres, les forces de l'ordre sont là encore pour commettre. Il faut encore commettre les mêmes actes. Frustrant en tout cas, parce que 2 mois pour le moment, c'est un peu émouvant et je suis de tout cœur avec mes camarades étudiants. Et je pense que ça, en tout cas, c'est une déception du côté de nos dirigeants. Des jeunes qui sont mus par le savoir, qui sont venus à l'université pour le savoir. Et dans un temps du savoir, moi je crois que les forces de l'ordre n'ont pas leur place là-bas et que nos autorités doivent plutôt nous protéger au lieu de nous tuer. C'est ça. La situation dépasse le commissaire qui opte la voie du silence. Tous sidérés, écœurés, ces étudiants ne laissent aucune pierre face aux forces de l'ordre. Leurs camarades tombés aujourd'hui au champ de bataille à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ceux de l'université Cheikh Anta Diop sont en train de faire la grève. Des échauffourées entre les forces de l'ordre, les étudiants ne comptent pas baisser les bras. Merci, nous allons à Bombay pour y retrouver notre correspondant sur place. Babacar Diouf, bonsoir. Babacar Diouf. Oui, chef. Oui, Babacar Diouf, bonsoir. À l'université Alioune Diop également, les étudiants sont descendus dans la rue. Tout à fait, les étudiants de Bombay n'ont pas voulu verser dans la violence, mais tout de même, ils ont manifesté leur courroux face à ce qu'ils ont appelé la barbarie des forces de défense et de sécurité à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis 15 heures, ils sont dans la rue en train de paralyser le trafic interurbain. Bombay est aujourd'hui devenu un point de stationnement pour tous les véhicules qui ont pris l'axe Thiès-Touba. Les étudiants ont bloqué le passage.
ceux devant les quelques éléments de la police qui ne veulent pas risquer un bras de fer avec ces étudiants, qui n'en peuvent plus, selon certains, de voir leurs camarades mourir sous les balles de la police ou de la gendarmerie. En ce moment même où l'on parle, ici à Bambey, les délégués ont pris sur l'attitude de se concerter pour voir quelle attitude prendre. Une décision qui n'est pas du goût de certains étudiants qui, actuellement, sont en train de bloquer le passage. Les véhicules qui venaient de Thiès ou de Touba ne peuvent pas franchir le cap de Bambey. Voilà, merci Babacar Diouf. Nous allons à Ziguinchor. Les étudiants de l'université Assane Seck sont spontanément descendus dans les rues pour protester contre la mort de l'étudiant de l'UGB. Ils ont battu le macadam jusqu'au quartier d'affaires de Ziguinchor où ils ont fait une déclaration. Les propos de leur porte-parole sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Si nous sommes descendus autant au niveau des artères de la ville de Ziguinchor, c'est pour nous indigner par rapport à la situation qui est en train de prévaloir au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, 2 étudiants ont rendu l'âme. Ça également, ce n'est plus un secret de polichinelle. L'État du Sénégal, je le dis, ce qui nous a valu à une situation pareille n'est rien d'autre que le retard du paiement des bourses. Et nous pensons avec beaucoup d'honnêteté qu'un retard du paiement des bourses qui a occasionné une manifestation d'étudiants ne doit pas entraîner la mort de ces derniers. Je pense que vraiment il est également bon pour que l'État puisse prendre toutes ses responsabilités face à une telle situation. Indigne, je pense que hier c'était Bassirou Faye, aujourd'hui sont ces 2 étudiants dont j'ignore leur nom pour le moment. Mais ce qui est également sûr, il y a d'autres blessés. Et je pense qu'une telle situation, vraiment, il est également bon pour que nous, étudiants des autres universités, puissions vraiment dire non à cette tuerie. Le SAES réclame la démission du recteur de l'UGB et décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de ce mercredi en visite syndicale et de travail à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le bureau national du SAES de Ziguinchor, le bureau national du SAES également projette de se constituer en partie civile dans cette affaire. Là-dessus, nous écoutons les propos de Malik Fall, un des responsables interrogé par Boubacar Diassi. Mais c'est une réaction d'indignation, c'est une réaction de tristesse, mais également de désapprobation donc, de la méthode qui a été utilisée pour réprimer cette manifestation organisée par les étudiants. Suite à tout simplement une demande légitime de paiement de leur bourse. Et le SAES marque toute son indignation, marque toute sa tristesse. C'est pour cela que le SAES a décidé aujourd'hui de décréter à partir de demain et jeudi 48 heures de grève pour marquer sa solidarité envers les étudiants. Mais également, nous n'excluons pas de voir avec nos avocats la possibilité de nous constituer en partie civile. Parce que c'est une situation, c'est le 1e cas. À Thiès, on a eu un étudiant qui a perdu son œil. Nous avons eu le cas de Balaguer, nous avons eu le cas de Bassirou Faye. Aujourd'hui, nous avons un nouveau cas. La chaîne de responsabilité, il faudra qu'on la situe. Autant le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a une responsabilité avérée dans cette affaire-là, compte tenu de la note qui a sorti donc, le 14 hier pour bander les muscles, autant également les autres membres donc, du gouvernement ont leur responsabilité dans cette chaîne, notamment le ministre de l'Intérieur qui a une chaîne de responsabilité, qui a une responsabilité dans cette chaîne, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Économie et des Finances, toutes ces personnalités ont une responsabilité dans cette chaîne-là. Et je pense que les autorités ont le devoir de prendre leurs responsabilités pour que la lumière soit faite et que tous ceux qui sont dans cette chaîne de responsabilité soient sanctionnés. Mais en premier lieu, je pense que, monsieur le recteur, s'il a de la fierté, il devrait aujourd'hui présenter sa démission. Voilà, donc retour sur le film des événements de ce matin qui ont abouti à la mort de l'étudiant Falocène par balle. C'était ce matin à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où les étudiants ont réclamé beaucoup de départs dans le gouvernement de Macky Sall.
Voilà l'élément de Ousseynou Diop qui n'est pas en place. Donc la chaude journée ce matin à l'université de Saint-Louis où les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants ont fait un mort du côté des étudiants et plusieurs blessés. Du côté des deux parties, Mohamedou Fall Houssen, le jeune étudiant né en 1993 et originaire de Diourbel, les étudiants qui réclament la démission du directeur du CROUS, du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de l'Intérieur, Finances, Ousseynou Diop, Habib Seck. L'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Les précisions du ministre de la Justice sur le mouvement d'humeur des notaires, Ismaël Madior Fall, estime que la demande est supérieure à l'offre et que seuls 22 sur la cinquantaine de notaires ont passé le concours. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Faraning. Le problème qui se pose, c'est que nous avons à peu près, disons, une cinquantaine de notaires qui ont fini leur stage, ou de notaires qui sont des notaires salariés, qui veulent avoir des charges. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de charges pour tout le monde. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut sélectionner de façon discrétionnaire des gens à qui on donne les charges, comme ça se faisait un moment, ça s'est fait ici dans notre pays. C'est le ministre de la Justice qui attribuait de façon discrétionnaire les charges. Soit on dit non, on va trouver une formule plus méritocratique, plus démocratique, qui consiste à faire un examen ou un concours, en tout cas une évaluation qui permettra de façon objective de déterminer ceux qui devront avoir les charges. Moi, pour l'instant, c'est la formule à laquelle je pense, mais nous sommes en train d'y réfléchir et je pense que dans les prochains jours, nous allons rencontrer les notaires, la Chambre des notaires, et arrêter avec eux une formule démocratique, une formule méritocratique. Nous restons avec le ministre de la Justice qui se dit en phase avec l'avis du Conseil constitutionnel à propos de la loi sur le parrainage. Pour Ismaël Madior Fall, le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier la conformité ou non d'une loi constitutionnelle. Les détails dans cet élément signé Pape Faraning et Diafaraba. Le Conseil constitutionnel peut bel et bien vérifier la conformité ou non d'une loi ordinaire ou organique, mais il est incompétent si la loi est constitutionnelle. Le ministre de la Justice est en phase avec l'avis du Conseil sur la loi du parrainage. Le défi de renforcement de la modernisation de la justice. Par exemple, au niveau des textes, il a été constaté quelques insuffisances, quelques faiblesses, notamment relativement à la procédure de nomination, par exemple, des magistrats. Comme vous le savez, il y a des propositions qui sont faites pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature, pour réformer, par exemple, le statut des magistrats. Il y a aussi des défis qui sont liés à l'amélioration de la carte judiciaire, faire en sorte que la carte judiciaire, qui est encore dans une certaine mesure théorique dans certaines zones, soit une réalité dans la plupart des localités du pays pour favoriser ce qu'on appelle la proximité de la justice vis-à-vis du justiciable. Pour une justice équitable et de qualité, un diagnostic approfondi du secteur est entamé pour y apporter des améliorations. Au Sénégal, la Constitution et la loi organique ne permettent pas expressément au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité d'une loi constitutionnelle par rapport à la Constitution. Parce qu'une loi constitutionnelle et la Constitution, c'est au même niveau. Donc la hiérarchie des normes fait que le Conseil constitutionnel sénégalais, le Conseil constitutionnel aussi français et beaucoup de juridictions constitutionnelles dans le monde n'acceptent pas de vérifier la conformité des lois qui révisent la Constitution par rapport à la Constitution. En revanche, si on demande au Conseil de vérifier la conformité à la Constitution d'une loi ordinaire, il le fera. D'une loi organique, il le fera. D'un engagement international, il le fera. Mais d'une loi constitutionnelle, il est de jurisprudence constante au Sénégal, en France et dans beaucoup de pays au monde que le Conseil constitutionnel, ou la juridiction constitutionnelle de façon générale, n'accepte pas de statuer sur la conformité d'une loi de révision, d'une loi constitutionnelle par rapport à la Constitution. L'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de la justice, qui a regroupé tous les acteurs,
va bénéficier d'un financement sur une durée de 5 ans afin de trouver des solutions pour une justice indépendante. Nous allons à présent à Mbour. Depuis vendredi dernier, la marine nationale et la marine bissau-guinéenne recherchent les 9 pêcheurs mbourois portés disparus depuis plus de 2 semaines, a fait savoir le ministre de la Pêche. Omar Gueye a remis 9 millions aux familles de pêcheurs. Il était en visite à Mbour. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après la disparition des 9 pêcheurs mbourois, le gouvernement poursuit les recherches. Il a même demandé l'appui de la Guinée-Bissau. C'est vendredi nuit que nous avons été informés de cette situation. Et nous avons mis en branle tout ce qui devait être fait. En tout cas, au niveau de l'État, tous les moyens sont déployés. Des moyens au niveau naval, avec des patrouilleurs, au niveau aérien également pour les recherches. Nous avons aussi saisi les pays voisins pour qu'ils nous aident aussi à faire ces recherches-là. Venu rendre visite à la famille des pêcheurs portés disparus depuis plus de 2 semaines, le ministre de la Pêche a laissé une enveloppe aux familles. Le président nous a envoyé auprès des familles pour leur dire qu'ils partagent la souffrance et les inquiétudes de ces familles et en même temps leur apporter un soutien. C'est le sens de notre présence ici. Nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour que ces pêcheurs soient retrouvés. Il faut signaler que la famille et les pêcheurs de Mbour ont été les premiers à entamer les recherches, mais ils n'avaient rien trouvé avant de faire appel à l'État afin de pouvoir retrouver ces 9 pêcheurs partis en mer il y a presque 1 mois. L'accès à l'eau potable, un véritable casse-tête dans les villages de la zone de l'ON et ses environs. Localité située à Bouroko, une commune du département de Médina Yoro Fula, et ses populations ont tenu en sit-in dans le village de l'ON pour décrier ces difficultés. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Les habitants de la zone de l'ON, des villages de la commune de Bouroko dans le département de Médina Yoro Fula ont tenu un sitting et arboré des brassards rouges dans leur village pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent à cause d'un manque d'eau potable. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, mais celui lié au manque d'eau est le plus tangible. Les habitants de l'ON, de Nema, de Médina Sili, de Médina Khairi, de Sinticham et de Fass Ndiengen, les tuyaux du forage de la zone sont venus jusqu'aux portes de nos villages pour nous contourner. Nous avons besoin de beaucoup de choses, mais l'accès à l'eau est notre principal besoin. Nous sommes très fatigués à cause de ce manque d'eau, surtout les femmes, elles qui sont à tout moment au niveau du puits à la quête de l'eau. Malheureusement, les tuyaux du forage sont venus jusqu'à 2 km de nos villages et ils nous ont dit que nous ne faisons pas partie de ce programme. C'est surtout cela que nous fustigeons. Composées d'agriculteurs et d'éleveurs, ces populations puisent le des puits avec une traction d'animal à cause de leur profondeur. Bon nombre de ces ouvrages tarissent en cette période de saison sèche. Moi qui vous parle, j'ai un troupeau de 100 têtes de bœufs. À tout moment, je suis au puits. Chaque mois, je débourse à peu près 35 000 francs pour payer ceux qui m'aident à abreuver mes animaux. Si tu regardes dans nos puits, ce sont de vieux puits au point que les usagers de ces puits sont exposés à de graves dangers à cause de la vétusté de leurs accessoires. Et aussi, ce sont des puits qui ne font pas moins de 50 mètres de profondeur. Et cela engendre beaucoup de dépenses aux chefs de foyer que nous sommes. Nombreux parmi nous ont un cheptel important dans leur domicile. C'est pour toutes ces raisons que nous voulons de l'eau. Nous voulons vraiment de l'eau. Il demande de l'aide à l'État et aux partenaires de l'État afin que leurs difficultés d'accès aux liquides précieux soient derrière eux. Et puis le CNRA appelle au respect de la signalétique pour une meilleure protection du jeune public, une exigence du cahier des charges. Cela a fait l'objet d'une rencontre ce matin à Dakar. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Jean Lopissila, membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, au micro de Mambiram Diouf. Et des chaînes, il n'y a pas de commission de visionnage. En tout cas, elle n'est pas efficace ou je sais pas. En tout cas, or c'est une obligation. C'est pas seulement des séries, c'est dans n'importe quelle émission, on peut introduire des choses qui ne respectent pas, disons, la déontologie, qui ne respectent pas les bonnes mœurs, qui ne respectent, voilà. Donc il y a énormément de choses à relever et nous voulions aujourd'hui avoir l'avis des professionnels
sur cette question de signalétique et voir ensemble comment adapter aussi peut-être la signalétique qui existe, mais à plus ou moins notre culture, au fait que beaucoup de gens dans ce pays ne sont pas alphabétisés. Donc si vous mettez du texte, des chiffres, tout le monde ne peut pas comprendre. Nous parlons à présent de l'affaire du capitaine Mamadou Dieye. La DIRPA apporte ses précisions. La direction de l'information et des relations publiques des armées, dans un communiqué, soutient que le concerné fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir été porté déserteur. Synthèse du communiqué avec Aminata Mbaresso. Des informations publiées à travers les médias et réseaux sociaux concernant le capitaine Mamadou Dieye tendent à porter atteinte à la crédibilité des armées et à sa bonne image. Conformément à la loi 62-37 du ministère des Forces armées du 18 mai 1962 fixant le statut général des officiers d'actifs des Forces armées, le capitaine Dieye a formulé une demande de disponibilité le 9 février 2017 alors qu'il servait au 25 bataillon de reconnaissance et d'appui basé à Bignona. Cependant, sans attendre l'aboutissement du traitement de sa requête, le capitaine Dieye a délibérément choisi d'abandonner son unité à Bignona pour se rendre sur la Petite Côte, travailler au profit d'une société privée. Signalé manquant aux appels, il a été sommé de rejoindre son unité. Après un premier retour, le capitaine Dieye s'est à nouveau absenté. Après 6 jours d'absence, il a été porté déserteur, arrêté et ramené au corps le 17 avril 2017 en application de l'article 107 de la loi 94-44 du 27 mai 1994 portant code de justice militaire. Le communiqué rappelle que la disponibilité, tout comme la démission, n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie de nomination, en l'occurrence le président de la République, chef suprême des armées. Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises, le capitaine Dieye fait l'objet de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions contenues dans les articles 80 et 97 du décret 90-1159 portant règlement de discipline générale dans les forces armées. Le capitaine Dieye sera traduit devant les juridictions ordinaires à formation spéciale pour désertion à l'intérieur en temps de paix selon l'article 107 de la loi suscitée. Une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire. Aminata Mbaresso, installation du comité de suivi des recommandations issues de l'audit du fichier électoral. Tous les acteurs engagés ou concernés par la tenue des élections sont représentés dans ce comité. Objectif apporter des réponses aux différentes questions soulevées et corriger les manquements notés lors de l'audit du fichier. Toutefois, les différents membres du comité sont soumis à l'obligation de réserve. Plus de détails dans cet élément signé Ibou Diouf et Abdoulaye Diallo. Ils sont de la Sénat, de la direction de l'autonomisation du fichier électoral, des ministères impliqués dans l'organisation des élections, des membres de la société civile et des acteurs politiques, que de personnes ressources engagées pour des élections transparentes, d'où l'installation d'un comité de suivi des recommandations issues de l'audit du fichier électoral. Un espace de dialogue, mais aussi de propositions en vue d'une supervision optimale de l'application des conclusions des experts commis par cet audit. Identifier les anomalies constatées par les différents acteurs et déterminer les mesures correctives à apporter. Et enfin, quatrièmement, faire les recommandations visant à améliorer le fonctionnement de la chaîne. L'audit du fichier électoral a toujours été une demande de la classe politique sénégalaise. Aujourd'hui, ce comité est chargé du suivi des recommandations. Dès l'instant qu'on décide qu'on va participer aux élections, on doit être dans un cadre qui va regrouper tous les acteurs, qui puissent au moins discuter. Il faut que chacun vienne donner son point de vue, qu'on puisse les confronter, faire les échanges. Mais si chacun se met de son côté à dire que moi c'est ça que je pense du processus, en laissant de côté le cadre approprié pour pouvoir le faire, ça c'est pas bon pour la démocratie. Donc aujourd'hui, pour ce processus, la Sénat est une institution qui mérite d'être améliorée.
qui a des pouvoirs qu'il ne parvient pas à appliquer. Mais tout cela, n'est-ce pas, donc durant ces travaux, nous aurons l'occasion de proposer les améliorations nécessaires pour qu'ensemble, nous puissions effectivement lui permettre de jouer pleinement son rôle et que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections crédibles, que ce pays-là puisse continuer à travailler comme cela se doit. Ces membres du comité sont astreints à l'obligation de réserve et ne devront pas communiquer sur les délibérations. Un rapport d'activité sera remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toujours en politique, Rufisque, une ville laissée en rade et qui mérite un plan d'urgence d'assainissement. Des propos du président de Boko Gizgis, Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, participait à une journée de reboisement à Rufisque. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. Venu participer à une journée de reboisement à Rufisque, le président de Boko Gizgis réclame un plan d'urgence d'assainissement pour la vieille ville. De telles actions sont louables. On peut les considérer dans le cadre de l'initiative des villes durables. Rufisque a besoin aujourd'hui d'un plan d'urgence d'assainissement, mais également de protection des côtes. Rufisque était une ville considérée parmi les villes les plus belles du Sénégal. Avec les nombreux problèmes auxquels les Rufisquois sont confrontés, l'ancien maire de Dakar estime que Rufisque est une ville laissée en rade. Tout le monde en convient. Rufisque a été oublié. Rien n'a été fait à Rufisque. Rien du tout. Il ne s'agit pas d'habiter Rufisque ou de ne pas être habitant de Rufisque. En passant à Rufisque, tous les Sénégalais constatent que rien n'a été fait à Rufisque. Le canal de Rufisque, qui a été fait par l'administration coloniale, que nous n'avons pas pu régler depuis 1960, date à laquelle notre pays a obtenu sa souveraineté internationale. Je pense que c'est un problème que l'État doit prendre à bras le corps et le régler définitivement. Au-delà du quartier Ndjouren qui a été reboisé, l'initiateur promet d'investir les autres localités de la ville. Culture à présent, du Dara, la diplomatie ou le parcours d'un homme exceptionnel, en ouvrage qui retrace la vie et l'œuvre de Moustapha Cissé, le défunt khalife général de Pire. Moustapha Niasse, qui était présent à la cérémonie de dédicace, demande l'érection d'une fondation Moustapha Cissé afin de promouvoir ses œuvres. Les détails avec Aïssatou Paye. Du Dara à la diplomatie, au parcours d'un homme exceptionnel, tout un itinéraire retracé. De la diplomatie au dialogue islamo-chrétien, rien n'a été laissé au hasard. Au regard de ce parcours exceptionnel, l'idée de l'érection d'une fondation a germé. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Moustapha Niasse, a vanté les qualités de l'homme. Devrait, à mon avis, si l'idée de la fondation est acceptée, être inscrit comme programme de la fondation Moustapha Cissé. L'homme avait trois fondamentales identités: l'identité de la foi, l'identité du courage et l'identité de la volonté. Que les sources inépuisables de la géopolitique de l'émotion, l'ambassadeur Moustapha Cissé allait puiser tout, avec sa foi et son courage et sa volonté, dans ces sources inépuisables de la géopolitique de l'émotion. Un multidimensionnel, bâtisseur d'une culture diplomatique au Sénégal. Diplomatie de développement économique et culturel. Il s'y est engagé. Et en même temps, une diplomatie de paix, de sécurité. Diplomatie de paix et de sécurité qui a valu, déjà en 1960, au Sénégal, d'envoyer notre armée dans la lointaine patrie de Patrice Lumumba au Congo. C'est cette diplomatie que Moustapha Cissé a servi. Et c'est cette diplomatie que le président Moustapha Niasse, durant 11 ans, record inégalé, a eu à faire pour porter
le prestige international de notre pays. Les populations de Pire, eux aussi, n'ont pas tari d'éloges. Moustapha Cissé n'était pas seulement le plus illustre des fils de notre terroir. Il en a été le champion. Il est notre modèle. Il est celui qui nous a façonnés. Il est celui qui nous a inspirés. Et il est celui qui, quand on était jeune, on voulait tous ressembler. Par sa culture, par son élégance, par son civisme, par sa générosité, mais aussi par son humanisme. Homme de culture, penseur, homme d'État, diplomate, la vie de El Hadj Moustapha Cissé de Pire, une œuvre gigantesque. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal dénonce les tueries de Gaza. C'était lors d'une rencontre ce matin à Dakar. Les ambassadeurs de l'Égypte et du Maroc au Sénégal ont aussi condamné ces exactions. Je vous propose de les écouter au micro de Mambiram Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Israël a fait tirer sans merci sur les manifestants palestiniens pacifiques dénudés de toute arme, sauf de leur volonté de protester contre ces crimes qui continuent encore 70 ans après leur Nakba, la tragédie en arabe, la tragédie que vit le peuple palestinien depuis cette proclamation de l'État d'Israël. L'Égypte n'a jamais lâché la cause palestinienne. Elle était toujours à côté de cette cause, car nous savons très bien le prix que le peuple palestinien a payé, et nous sommes toujours soutenus pour la création ou l'établissement de deux États d'après toutes les résolutions des Nations Unies. Je voudrais également dire que le roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, assure la présidence du comité Al-Quds. Et à ce titre, il avait adressé donc des messages au président des États-Unis d'Amérique, au secrétaire général des Nations Unies, pour rejeter la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale de la puissance occupante. Et bien entendu, le Royaume du Maroc rejette cette démarche de l'administration américaine. Parlons à présent de toute autre chose. La plage de Ngor pris d'assaut par des élèves en décor devenu habituel à l'approche du mois béni de Ramadan. Des élèves venus des quartiers de Dakar qui ont parcouru des kilomètres pour rejoindre la plage et se détendre. Un reportage signé Aïssa Aminata Baresso et Younous Diatta. saa su ñuy waajalee koor gi ambiance bi la plage di Ngor di joxe askan wu bëree daal di ñëw fi nee nañu dañuy féexal seen xol balaa ñu tàmbalee. C'est pas la bonne version, je vous l'annonçais donc durant ce lancement que la plage de Ngor a été prise d'assaut par des élèves en décor devenus habituels à l'approche du mois béni de Ramadan, des élèves venus des quartiers de Dakar qui ont parcouru des kilomètres pour se détendre. Un reportage signé Aminata Baresso et Younous Diatta. L'élément n'est pas en place. Le démarrage de la Coupe du Monde, nous parlons de sport, prévu dans un mois au Sénégal. La fièvre tarde à monter, même avec la qualification des Lions du Sénégal à cette grande messe du football. Des observateurs et supporters essaient d'analyser cette situation dans ce sujet signé Cheikh Diop et Abdoulaye Diallo. À quelques semaines du démarrage de la Coupe du Monde de football,
il n'y a pas encore un engouement populaire autour de cette compétition au Sénégal. Et pourtant, les Lions vont prendre part à cette grande messe du football mondial. 2002, le Sénégal vient d'être qualifié pour la première fois en finale de la CAN. Vous avez vu, donc c'est un prolongement de la ferveur du Mali jusqu'au Japon. Et puis en dehors de ça aussi, il y avait aussi l'enthousiasme national avec l'élection d'un nouveau président qui a marqué son impact, mais aussi l'équipe de 2002 avait pas devant elle plus de stars. Je peux dire des stars, de grandes figures comme El Hadji Diouf, de Khalidou Fadiga, les Aliou Cissé. Et là, il y avait la ferveur et la chaleur humaine entre ces stars et la population. Et contrairement à cette équipe-là, qui est plus médiatisée, mais qui, c'est des Sénégalais pratiquement, sont méconnus un tout petit peu du peuple sénégalais. Certains observateurs regrettent ce manque d'engouement, comme ce journaliste qui tente de situer les responsabilités. C'est regrettable de voir qu'il n'y a pas encore cette effervescence autour de l'équipe nationale du Sénégal. À un mois de la Coupe du Monde, c'est une faute grave de gestion sur le plan du marketing et de la communication de la part des fédéraux qui sont en charge de la vente de l'image de l'équipe nationale et des joueurs qui la composent. Je pense que c'est une faute qu'il faut corriger. De l'avis du président du 12e Gaïndé, comme ce professionnel des médias, il est temps d'insister sur le volet de la communication. Ajouter à cela aussi, il y a un manque un plan de communication qui devait suivre la qualification de la Coupe du Monde. Donc cela aussi relève c'est la responsabilité de tout chacun, de la presse, des autorités et de nous-mêmes. Donc, mais cela veut dire quoi? Que nous aussi, nous avons lancé cet appel, que cette Coupe du Monde-là, le slogan c'est chacun y participe, tout le monde y gagne. Qu'il va falloir vite développer pour pousser les Sénégalais à coller à l'équipe nationale du Sénégal. Seuls les médias ne peuvent pas le faire. Il va falloir que les agents marketing s'y mettent aussi, que l'on développe une stratégie pour créer un peu le buzz, comme on dit, autour de l'équipe nationale. Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal est qualifié à cet événement mondial. Les acteurs du sport font appel à la population, tous derrière l'équipe nationale, pour une bonne participation des Lions en Russie 2018. Je vous l'annonçais tout à l'heure, ce reportage à la plage de Ngor, prise d'assaut par des élèves, un décor devenu habituel à l'approche du mois béni de Ramadan. Reportage signé sur place Aminata Baresso. Place à présent ce communiqué du chef de l'État par rapport à tout ce qui s'est passé ce matin à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le président a déjà instruit le gouvernement de faire toute la lumière et de situer les responsabilités immédiatement. Le procureur de la République a diligenté l'ouverture d'une information judiciaire à cette fin. Une autopsie est actuellement en cours. Le gouvernement réaffirme son souci quotidien d'apporter les solutions les meilleures aux attentes des citoyens, celles des étudiants en particulier, et appelle l'ensemble des acteurs à privilégier les voies pacifiques dans leurs relations avec l'administration publique. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État et le gouvernement présentent leurs condoléances émues à la famille du défunt et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.